On a parfois cette drôle d'impression, n'est-ce pas, que notre société traverse une crise, une sorte de mal-être un peu flou. On sent comme une agitation, un vide, comme si on cherchait tous quelque chose mais sans trop savoir quoi. Et si je vous disais que ce sentiment, eh bien, il n'a rien de nouveau, et que le diagnostic le plus juste sur notre époque a peut-être été posé il y a un siècle? Écoutez bien cette phrase, elle semble tellement actuelle. Elle capture parfaitement cette anxiété de notre temps, cette impression que tous les progrès du monde n'arrivent pas à combler un manque essentiel. Franchement, on pourrait croire qu'elle a été écrite ce matin en lisant les infos. Et voilà, c'est là que ça devient fascinant. 1922. Ça fait 100 ans. Cette analyse d'une société un peu sans ardeur, qui se cherche, elle nous vient d'un penseur français, Léon Denis. Alors la grande question, c'est comment un diagnostic peut-il rester aussi pertinent un siècle plus tard? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Pour piger le truc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Denis, il observe un monde en pleine ébullition, transformé par l'industrie, par la science, bref, un monde qui croit au progrès à fond. Mais derrière cette façade qui brille, ce qu'il voit est beaucoup plus sombre. Et c'est ça, le grand paradoxe qu'il met en lumière. D'un côté, des progrès matériels de dingue, mais de l'autre, l'être humain n'est ni plus heureux, ni meilleur. Sans un grand idéal pour le guider, Denis voit ses contemporains se perdre dans le culte de l'argent, les excès, les failles morales. C'est l'image d'une société qui a perdu sa boussole et qui, selon lui, court droit à la catastrophe. Allez, hop, on fait un bond avant d'un siècle. Est-ce que ce vieux diagnostic résonne encore aujourd'hui? La réponse est assez troublante, vous allez voir. C'est quand même fou. Les parallèles sont frappants. Le culte de la fortune, l'affaissement des caractères, le relâchement des liens sociaux, ce sont les mots exacts qu'il utilisait. On a l'impression de lire un commentaire sur notre propre société. C'est comme si les symptômes de la maladie n'avaient jamais vraiment disparu. Et ce mal-être, à l'époque, avait des conséquences bien réelles et mesurables. Ce chiffre, plus de 8000, c'est le nombre de suicides par an en France à ce moment-là. Un chiffre qui avait été multiplié par 5 en un siècle. Pour Denis, c'était la preuve terrible, la preuve chiffrée du désespoir qui rongeait une société en perte de repères. D'accord, mais alors, d'où vient cette crise? Quelle est la racine du problème? Pour Léon Denis, la réponse est limpide. La société de son temps est coincée, prise en étau entre deux visions du monde qui ne satisfont plus l'âme humaine. D'un côté, vous avez des religions devenues rigides, figées dans leurs dogmes, leurs superstitions, un esprit de pouvoir qui a un peu étouffé le message spirituel de base. Et de l'autre, une science purement matérialiste qui dit en gros « il n'y a rien d'autre que la matière », une vision froide qui nie toute morale supérieure et qui pousse à l'individualisme à outrance. Et entre les deux, eh bien, il y a un vide immense. Et là, il met le doigt sur un point crucial. Pour lui, le matérialisme est un vrai péril. Parce que, soyons logiques, si on n'est qu'un tas d'atomes, si tout s'arrête à la mort, alors au nom de quoi faire des efforts, se sacrifier, être moral? Cette vision du monde, pour lui, c'est une doctrine du désespoir qui coupe la branche sur laquelle toute la civilisation est assise. Mais Denis ne se contente pas de critiquer. C'est ça qui est intéressant. Face à ce constat un peu sombre, il propose une porte de sortie. Une troisième voie, une philosophie spirituelle qui, selon lui, peut enfin réconcilier la raison et la foi. Le cœur de sa pensée, le voici. L'idée de la pluralité des existences. On connaît ça sous le nom de réincarnation. Mais attention, pour Denis, ce n'est pas juste une vague croyance, c'est une loi de l'univers, une loi de progrès, de justice. L'idée que notre âme évolue, apprend, se perfectionne à travers une très longue série de vies. On peut voir ça comme un grand voyage en fait. Chaque vie sur Terre, c'est une nouvelle classe, une chance d'apprendre et d'agir. La mort, ce n'est pas la fin du chemin, c'est juste une porte vers une autre dimension, un autre état. Et chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous sert à nous améliorer, à nous élever, petit à petit, sur une échelle infinie. D'un coup, la vie retrouve un sens, une direction, un but. Et là, les conséquences pour la société sont juste énormes. Si notre sort actuel est le résultat de nos actions passées, alors la justice est absolue. Personne n'est une victime du hasard. Si toutes les âmes sont liées, alors la solidarité n'est plus un choix, c'est une loi de la nature. Chaque acte compte et nous rend totalement responsables. Et surtout, ça redonne un espoir fou. Le progrès devient la grande loi de l'univers. Et on arrive au message final, la clé de voûte de toute sa pensée. On peut changer les lois, les gouvernements, faire toutes les révolutions qu'on veut, ça ne servira à rien si l'humain à l'intérieur ne change pas. La seule vraie révolution pour lui, elle est individuelle. Elle passe par une nouvelle compréhension de notre propre destinée. On se quitte donc avec cette question, une question posée il y a 100 ans, mais qui est peut-être plus brûlante que jamais aujourd'hui.
Et si le remède à notre société sans ardeur, à notre mal-être collectif, ne se trouvait pas dans de grands systèmes extérieurs, mais bien à l'intérieur de chacun, dans la façon dont on conçoit le sens même de notre propre existence, la question reste ouverte.